Hello! Oh, Audrey, on t'est à l'envers. Bienvenue dans le podcast Cap Génération, le podcast qui parle des initiatives des nouvelles générations et qui ouvre tous les possibles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Élodie Jacques, fondatrice de Prism Factory, qui est un écosystème éducatif et entrepreneurial. Et aujourd'hui, on est dans la rubrique Cap Portrait justement pour des interviews inspirantes. Puis j'ai choisi Audrey. Audrey, bienvenue dans ce podcast. Merci pour ton invitation, Élodie, puis merci à tous tes auditeurs qui se questionnent sur ce sujet et bravo à tes auditeurs de se questionner sur ce sujet. Alors, je te vois complètement à l'envers. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal, effectivement. Je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. Je me suis dit peut-être que tu as envie de faire une entrée en matière Pas du totalement tout. atypique. Alors attends, je retourne peut-être mon téléphone, voir si... Est-ce que là, tu me vois mieux? Là, je te vois à l'endroit, ouais. Ah, Excellent. j'adore comme entrée en matière sur le sujet. C'est On pouvait parfait. pas mieux faire. Ça correspond très bien. Je n'ai rien changé depuis qu'on s'est parlé il y a 3 minutes, mais écoute, ça tombe Ben, très c'est ça. bien. C'est de prendre les choses à l'envers. C'est parfait. C'est parfait. Franchement, ça pouvait pas être mieux. C'est pour ça que je pensais que c'était fait exprès au départ. Pas du tout, mais la magie de la vie est toujours parfaite. Ah, c'est génial. Bienvenue à tous dans ce podcast. Justement, on ouvre les possibles, on fait des interviews à l'envers. Nous, on a décidé que justement les cases étaient beaucoup trop petites pour essayer de se rentrer dedans et que franchement, il y avait beaucoup mieux à faire dans la vie. Et pour ceux qui ne connaissent pas Prism Factory, c'est vraiment un écosystème éducatif entrepreneurial où on a eu envie de créer justement ce laboratoire vivant pour tous les cerveaux créatifs qui ont tendance à être un peu trop contorsionnés ou à s'éteindre dans le système scolaire actuellement, de pouvoir avoir le champ libre, un univers où aucun adulte ne va leur dire qu'ils sont trop, que c'est pas possible, ce ne fait pas partie de notre vocabulaire. Et c'est pour ça que j'ai choisi Audrey pour intervenir aujourd'hui parce que on est totalement alignés là-dessus et qui mieux pour justement ouvrir encore le champ des possibles sur cette transmission aux enfants, parce que c'est tellement important. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on en a parlé dans d'autres interviews, on est là pour ouvrir le champ des possibles, on est là pour ouvrir d'autres voies, pour montrer en fait que c'est possible et vraiment de se réaliser pleinement, tout simplement, de vivre au lieu d'être dans des carcans, au lieu de survivre. Ok, c'est très bien en tant qu'entrepreneur, mais qu'est-ce qu'on fait de nos enfants? Parce que si on continue à les mettre dans le système classique avec les conditionnements classiques, à quoi ça sert tout ce qu'on fait, franchement? Il y a un moment donné, il y a un pont à faire et c'est pour ça qu'on a voulu euh, créer tout ce qu'on crée dans Prism Factory pour faire ce pont entre l'éducation et l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on va parler de transmission, d'héritage, justement, l'héritage qu'on laisse à nos enfants, comment on transmet tout ce qui nous anime, nous, en tant que femmes entrepreneurs, comment on le transmet finalement à nos enfants. Audrey, est-ce que tu peux te présenter dans toutes tes multiples facettes et nous dire qui tu es? Eh bien, la question, on me la pose souvent et la réponse est toujours la même. Je suis moi et c'est déjà beaucoup. J'adore. Des multiples facettes, oui. Je suis tous les jours moi-même et chaque jour différente. Je suis tous les jours moi-même dans ma parentalité, dans l'entrepreneuriat, dans ma vie de femme. Et aujourd'hui, je crois que c'est la plus belle chose que je puisse vivre, c'est d'être moi. Et c'est ce que beaucoup de femmes, de parents ne s'autorisent pas assez en se cachant derrière des étiquettes. Aujourd'hui, je ne vais pas me présenter professionnellement, je ne vais pas présenter ma société, je ne vais pas présenter mon parcours. J'ai juste envie de vous présenter que je suis moi, point. Et c'est déjà tellement suffisant. Quand on accède à ça, on accède avec ça à une qualité de vie incroyable. Et comme j'ai envie d'avoir réussi ma vie, eh bien, je me propose simplement d'être moi-même chaque jour dans tout ce que je fais et que ça transpire. C'est là où on n'a plus à vendre.
nos offres. C'est là où on n'a plus à convaincre nos enfants de ce qu'il faut qu'ils fassent. C'est là où on devient un modèle inspirant en fait. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de gens qui osent être eux-mêmes. Et c'est même des termes qui ont été un peu galvaudés avec le marketing du développement personnel des dernières années. C'est que être soi, ben, presque les gens ne se posent plus la question. Ça a été une mode à un moment. Et puis, c'est en train de s'étirer, de s'étioler un petit peu. Et ben moi, je remets ça au goût du jour. Et si chacun a été pleinement soi-même à chaque jour de sa vie, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gens heureux. Et que quand on est heureux, ben, on réussit tout. C'est magnifique. J'adore ce que tu dis parce que tu sais, il y a un peu cette image de la réussite, puis qui est très chacun a sa définition de qu'est-ce qu'il met derrière la réussite. Nous, on est beaucoup en contact de ça dans l'univers justement du coaching, du développement personnel, parce que ça a pris plein de proportions ou de versions différentes. Et je trouve qu'on voit souvent la réussite qu'à travers l'argent, tu vois. Et là, Mhm. ta définition, ce que tu viens de dire, mais en fait, c'est comme si on revenait aux fondamentaux, à quelque chose de tellement simple qu'on a oublié que ça pouvait être simple, que en tant qu'être humain, on est tout le temps en train d'essayer de complexifier ce qui est simple à la base. Et comme tu le dis très bien, nos enfants, ça fait des années que je le répète, ils ont pas à être convaincus parce que de toute façon, ça ne marche pas. Mhm. Ça ne fonctionne pas parce qu'ils nous observent. Donc, à partir du moment où nous, effectivement, on s'autorise pas à être nous-mêmes, eh ben, quelque part, on les met sur ce même chemin, quoi. Mhm. Tellement. Et puis, les enfants n'écoutent pas ce que l'on dit, ils copient ce que nous sommes. Alors quand on regarde qu'aujourd'hui, ben, les métiers de demain n'existent pas encore, que c'est eux qui vont créer les métiers de demain et le monde de demain, et la seule chose que je puisse faire pour eux, c'est d'être moi, de leur montrer c'est quoi d'être soi, et de leur montrer, ben, l'entrepreneuriat, c'est d'en faire quelque chose, c'est faire quelque chose de soi, qui part depuis qui on est profondément, et de leur laisser ben, l'avenir, le temps, la liberté, la légèreté de pouvoir créer ce qui fait sens pour eux. Mm. Ouais, et puis dans ce que tu dis, il y a aussi ce truc de pas projeter, tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis moi. Mes enfants, forcément, bah, c'est des êtres humains différents, avec pas les mêmes envies, pas les mêmes besoins. Comment déjà au niveau familial, bah, finalement, on orchestre ça pour une harmonie, mais une harmonie, ça veut pas dire que c'est c'est linéaire, surtout pas, hein, surtout pas. Mais on aime l'intensité de la vie. Et nous, en tant que famille nomade depuis 5 ans, on l'expérimente encore plus parce que ça bouge encore plus les lignes. Mais c'est aussi ne pas projeter en fait sur ses enfants ce que nous on voit pour eux finalement. Ah, moi, je vois rien pour eux, je vois en eux. Je vois des êtres, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai trois enfants de deux papas différents. J'ai une fille qui a aujourd'hui 20 ans et j'ai des jumeaux qui ont bientôt 13 ans. Et donc, bah, c'est aussi ça qui est chouette, c'est même d'avoir des jumeaux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau physiquement, mais qui intérieurement sont les extrêmes opposés. Et parce que j'ai fait le choix depuis de nombreuses années d'être maman solo et de prendre du temps, c'est comme si dans ma vie, j'avais pas assez de temps pour faire toutes les bonnes cases. Donc il y en a une comme le couple où c'est voilà, c'est passé un peu de côté pour prioriser un tiers de mon temps pour moi, un tiers de mon temps avec les enfants et comme un tiers de mon temps avec la société Cap Impulsion. Et pour le coup, c'est vrai que ces enfants, c'est de regarder qui ils sont profondément, de façon singulière, de voir leur potentiel, de voir leur atout. Et la richesse et la chance que j'ai eue avec trois enfants, c'est d'en avoir trois complètement différents dans une culture de famille où on apprend à regarder les différences qu'on a les uns par rapport aux autres, à regarder les super pouvoirs des uns et des autres, sans forcément chercher à faire tous pareil. Et je crois que la grosse connerie, c'est encore qu'il y a beaucoup de mamans qui élèvent des enfants. Et moi, j'ai pas élevé trois enfants, j'ai élevé Anna, j'ai élevé Kylian et j'ai élevé Evan. Et donc, effectivement, je suis la maman de trois artistes de leur vie, mais trois artistes avec leurs dons singuliers. Et j'ai jamais cherché à faire pareil pour les trois.
La seule chose qui est pareille, c'est l'amour inconditionnel que je leur porte, mais l'éducation que je leur apporte, et ça passe partout, c'est quelles sont les tâches que je leur confie, quels sont les mots doux que je leur délivre, quelles sont les tendresses, les gestes d'affection que je peux leur marquer. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tous les trois des fonctionnements différents. Et ils le savent, on en a parlé depuis très longtemps, c'est que je serai la même maman pour chacun d'entre eux. Je serai avec un amour inconditionnel démultiplié et pour chacun d'entre eux, mais par contre, je n'aurai pas le même comportement pour les uns et pour les autres. Parce qu'ils ont besoin d'être mis en avant différemment, ils ont besoin d'être encouragés différemment, d'être soutenus différemment, d'être récompensés différemment. Et c'est cette attention-là qui m'a amenée à en faire mon métier après. C'est ça qui est drôle, c'est que mes enfants m'ont très bien élevée. Et moi, je n'ai fait qu'apprendre à être une maman, en fait. J'adore, mes enfants m'ont très bien élevée. C'est quelque chose que je dis souvent aussi. Et je trouve que pour ça, nos enfants, mais sont tellement les plus grands enseignants, mentors qui existent, quoi. Bien sûr. Presque on se demande pourquoi on en prend d'autres, parce que rien qu'au contact de nos enfants, ça nous met tellement de miroirs et de claques dans le bon sens, d'évolution et de richesse que ouais, c'est un chemin qui est hyper riche. Mm. Euh, et toi, la chose que j'avais envie de revenir, c'est un peu cette étiquette de neuroatypie, tu sais, qui est souvent vécue comme un trouble. Et moi, je parle souvent de talent, de super pouvoir aussi, et finalement de voir comment juste pas leur enseigner, mais leur transmettre comment eux fonctionnent pour qu'ils apprennent vraiment à comprendre, ressentir leur fonctionnement. Et j'avais très envie de t'entendre sur le sujet parce que je sais que tu as une vision particulière de qui tu es toi, de qui sont tes enfants, de la façon de le transmettre. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Mm. Mon chemin avec la neurodiversité, il a commencé quand ma fille avait 12 ans. Donc, elle en a 20 aujourd'hui. Alors, ça avait commencé quand même un peu avant. Je crois qu'elle avait 10 ans, quelque chose comme ça. Un matin, elle était malade, je la gardais à la maison et puis elle m'arrive de sa chambre avec trois grandes feuilles A3. Elle me dit alors pour m'occuper, là j'ai dessiné le bâtiment en 3D de mon entreprise. Là, j'ai dessiné le logo de ma société. Et puis là, j'ai dessiné le business plan parce que j'ai vu que tu avais fait ça pour ta société. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça aussi pour la banque. Mais elle me dit, mon business plan n'est pas totalement exact parce que j'ai lu sur Google que le tarif au mètre carré pour la société, pour l'implantation, variait selon la zone géographique. Et comme je ne sais pas encore où je vais me créer, eh bien, cette information, je ne l'ai pas. Et là, je me suis dit, merde, il y a un truc. Alors, quelque chose que je pressentais déjà, mais ça m'a donné le goût d'aller creuser dans la douance. Et en fait, en regardant pour ma fille, je me suis découverte moi. Et quand on a déjà fait un chemin de vie en ignorant tout ça, ben, la case par laquelle moi, personnellement, je suis entrée, c'est l'hypersensibilité. Parce que être hypersensible, ça s'entend, ça va, ça fait pas trop peur. Et puis, il y a une grande mode avec le Covid sur l'hypersensibilité. Mon chemin, ça a été hypersensibilité, HPI, THPI. Ensuite, je suis allée sur la partie TSA et TDAH. Donc, toutes les étiquettes, bah, moi, j'ai aussi accompagné pendant 9 ans sur le sujet. Donc, c'est quelque chose que je connais absolument par cœur. Et en même temps, il est absolument impossible de définir une personne par des étiquettes parce que ça reste des spectres. Ça reste très compliqué comme sujet aujourd'hui parce que la façon dont c'est abordé est très pathologisant. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont concernés mais qui ne veulent pas se le reconnaître parce qu'ils ne veulent pas être handicapés. De surcroît sur les femmes qui se reconnaissent du TDAH et de l'hypersensibilité, mais qui ignorent les troubles du spectre de l'autisme. Parce que l'autisme, avant, ça s'appelait Asperger, et puis autiste. Et puis, ils ont décidé de tout regrouper. Et donc, maintenant, on est tous autistes. Sauf que la vision de la société et du monde sur l'autisme, c'est la version handicapante. Et qu'il y a beaucoup de femmes qui sont brillantes, intelligentes, qui sont, comme je les appelle maintenant, les neuroefficaces, c'est-à-dire qu'elles ont les troubles du spectre de l'autisme,
mais elles n'ont pas la déficience intellectuelle, elles ont une surefficience intellectuelle. Et en fait, parce que ce sujet, on en parle de façon très pourrie, vraiment clairement je le dis, qu'on en parle avec quelque chose de dégradé ou dégradant. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai fait le tour de pas mal de psychiatres, de psychologues, et ils sont assez d'accord pour ceux qui sont dans leur vérité profonde de venir dire que lorsqu'ils ont fait ces études-là, c'est un sujet qui n'était pas abordé, qu'aujourd'hui, ils ont comme des petites options dans les congrès de doctorat et de séminaires, options neurodiversité, mais que même eux ne sont pas équipés, en fait, à moins qu'ils soient concernés, mais ils ne sont pas formés pour accompagner ce sujet. Donc, il y a un espèce de no man's land où j'en discutais avec une maman encore hier, où son fils a du TDAH et donc il est sous traitement. Et alors moi, ça me fout en l'air parce que aujourd'hui, un enfant, attention, je vais mesurer mes propos, il y a une partie des spectres où l'option médicament est vraiment aidante et vraiment soutenante. Mais il y a une grande partie des spectres où c'est une option de facilité, comme pour anesthésier ses enfants, parce qu'on n'est pas en capacité d'être un parent qui s'occupe vraiment de la différence de son enfant, parce qu'on ne s'est pas occupé de sa propre différence à soi. Et donc, en fait, il y a un espèce de joyeux bordel dans la neurodiversité où moi, j'aime bien aborder les choses. Quand il n'y a pas la déficience intellectuelle, quand il n'y a pas de handicap mental, eh bien, il y a surtout effectivement des super pouvoirs, il y a des talents, il y a des choses à explorer, il y a des options de base chez les moldus que nous n'avons pas, mais il y a des options qui sont optionnelles vraiment pour les moldus et quand bien même ils essaieraient de les apprendre, ils n'y arriveraient pas forcément. Chez nous, c'est intégré. Donc en fait, ça ramène aussi à une question, c'était un sujet de la semaine dernière avec une amie, est-ce qu'on n'est pas tous neurodivergents? Je crois, ça n'appartient qu'à moi, c'est ma vérité du moment, je crois profondément que nous sommes tous neurodivergents. Je crois simplement que c'est un sujet sur lequel on se penche avec l'évolution de la médecine et de la technologie et que ce n'était pas un sujet avant. Mais de la même façon qu'on est grand ou petit, qu'on est brun ou blond, qu'on a les yeux bleus ou marrons, eh bien, on a un équipement neuronal différent. Point. Donc, avec des options. Et peut-être que ceux qui s'intéressaient au sujet comme moi il y a 10 ans étaient peut-être des précurseurs. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup accompagné la neurodiversité. Puis à un moment donné, je m'en suis un peu lassée. Et puis cette année, je reviens très fort avec ça parce que je crois que c'est quelque chose qui est à intégrer de base et qui dit juste qu'on n'a pas les mêmes connexions neuronales, on n'a pas les mêmes fonctionnalités neuronales et que donc on n'a pas à avoir tous le même comportement, la même façon de créer, la même façon de se réaliser. Et puisque tu demandais comment je fais pour le transmettre à mes enfants, je ne le transmets pas, je l'incarne en fait. Je me suis d'abord occupée de moi et effectivement, ça s'est poursuivi, notamment avec les jumeaux qui sont tous les deux neurodivergents de l'un à l'autre et qui n'ont rien à voir ni avec ma fille ni avec moi. Et après, on trouve des terrains de jeu où on s'amuse de voir, moi j'ai ça un peu comme ma fille, mon fils a ça un peu comme moi. Et en fait, on est tous les quatre profondément différents. Hmm. J'adore. Et puis, quand je parle de transmission, pour moi, c'est ça, en fait. La seule transmission qui existe, c'est effectivement de l'incarner parce qu'on n'est pas là pour leur implémenter des programmes, des croyances, des je sais pas quoi, mais simplement déjà en l'incarnant nous. Mais en fait, tout le reste se fait, quoi. Puis, merci pour cette vision, parce que j'ai vraiment aussi cette même vision de ces enfants-là. J'ai cette même réaction épidermique de voir que on distribue des traitements un peu comme des bonbons et que voilà que c'est la réponse. Et puis, mon fils étant TDAH, effectivement, moi j'ai été aussi euh, comment dire devant ce genre de d'injonctions ou de choses, des fois des mots même très très violents de par le système. Euh, Notamment nous, quand on a eu le contrôle d'instruction en famille l'année dernière, j'en ai parlé dans d'autres podcasts, qui a été épique et où il a fallu vraiment tenir son cap, ses valeurs et tout. Et je me souviens des mots de l'inspectrice qui était outrée parce que je lui disais, mais vous savez, tous les enfants sont intelligents. Elle m'a dit, ah non, non, vous pouvez pas dire ça. Et en fait, c'est ça. Et c'est que, comme tu dis, on recolle des étiquettes alors que on s'efforce.
de sortir des cases et que, enfin des cases, des choses qu'à un moment donné, certains ont décidé que c'était la norme, alors qu'en vrai, il n'y a pas de norme et qu'il n'y a pas de cases, quoi. C'est plutôt ça. Et c'est de se dire, bah, en fait, comment finalement on accompagne les enfants justement à se comprendre eux-mêmes plutôt que à essayer de rentrer ou essayer d'éteindre par des traitements qui sont pas indiqués à ce moment-là, bah, simplement parce qu'ils sont en vie, quoi. Moi, je vois mon fils, il va très bien, en fait, dans un contexte libre d'apprentissage en famille où on fait les apprentissages pas du tout formels et pas du tout comme la plupart, mais il va très bien, quoi. C'est juste qu'il déborde de vie et qu'il y a peu d'adultes qui arrivent, du coup, à, tu sais, à, comment dire, à supporter cette intensité. Et je pense que, enfin, le vrai problème, il vient de là. C'est qu'on s'est coupé de l'intensité de la vie, qu'on a décidé que les enfants, ça devait être des poupées de chiffon, bien à table, hein, à pas trop parler, pas trop faire de bruit, pas trop. Non mais on a confondu les concepts, quoi. Et en fait, c'est de retourner à l'essence de la vie, quoi. L'essence de la vie, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont perdu et tu parles de transmission. D'éducation, c'est un peu la même chose pour moi, c'est-à-dire qu'on est passé après-guerre à des générations qui se sont transmis des injonctions, des croyances, etc. Aujourd'hui, moi, je pars du principe que j'ai rien à transmettre à mes enfants. Mm. J'ai fait un burn-out total de vie à 37 ans, j'en ai 45. Et en fait, pendant 10 ans de développement personnel, en gros, je n'ai eu de cesse que de me défaire des injonctions. C'est surtout pas pour les transmettre. Je le redis, Mm. mais le monde de demain, vu l'accélération actuelle, il n'y a rien qui existe, tout est en train de se créer. Qu'est-ce qu'on peut transmettre? Nos vieilles méthodes d'après-guerre, l'éducation des coudes sur la table, après l'intensité de la vie qui dérange. Je ressens profondément que oui, certains parents sont de très bons parents et que l'intensité des enfants peut être envahissante, mais probablement parce que ce sont des profils hypersensibles qui ont déjà la charge d'une vie de moldu, métro boulot dodo, obligation de travail, des femmes qui se retrouvent célibataires avec le devoir de travailler et de gérer les enfants. Oui, je comprends aisément qu'il y ait beaucoup de parents qui puissent péter les plombs, avoir recours à de l'aide quand bien même médicamenteuse parce que ils se sentent dépassés et Mm. j'inviterai toujours à la même chose, c'est prenez soin de vous parce que prendre soin de ses enfants, c'est d'abord avoir pris soin de soi pour avoir de l'espace, pour avoir de l'énergie, pour avoir de la créativité aussi dans la façon de proposer les choses et que si on ne sait pas le faire pour nous, on pourra difficilement le faire pour nos enfants et c'est là où je dis que mes enfants m'ont très bien élevée parce qu'après le burn-out, j'ai vraiment fait le choix d'être une maman à leur service et pas dans le sens de la maman qui se perd et qui ne vit que pour ses enfants. Non, c'est au service de qu'est-ce que je peux leur donner, qu'est-ce que je peux leur transmettre. Et à chaque fois qu'on a rencontré des limites pour mes enfants, donc je vais souvent parler là de mon aînée puisque c'est la première, mais quand elle a voulu partir à l'internat à 13 ans, quand elle a voulu arrêter l'école à 16 ans, quand elle a voulu se lancer comme footballeuse professionnelle et qu'elle a fait ça pendant 15 ans, quand en janvier dernier, elle a décidé finalement d'arrêter, quand la semaine dernière, elle m'a annoncé qu'elle elle partait la semaine prochaine pour 3 mois sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, quand elle me dit qu'au retour, elle partira en Chine pour faire une formation de moine Shaolin, ben en fait, les enfants, à chaque étape de leur vie, à chacune de de leur position, de leurs rêves, ils nous demandent à nous, parents, d'être le parent qui soutient leurs désirs. Et là, il y a beaucoup de femmes, en fait, qui ont peur d'être jugées parce qu'elles font des choix différents. Elles ont peur de se tromper dans la responsabilité qu'elles engagent envers leurs enfants. Combien de discussions j'ai avec des mamans dont les enfants sont en souffrance à l'école, mais qu'elles les forcent à aller jusqu'au bac parce que dans leur éducation, le bac, c'était le minimum. Pour nous, c'était le minimum à avoir. Si t'as pas de bac, t'es foutu. Et donc, elles poursuivent encore
parce qu'elle manque d'un terrain d'expérimentation et d'autorisation à pouvoir envisager les choses différemment. Elles manquent de confiance en elles, donc elles n'arrivent pas à faire suffisamment confiance à leurs enfants. Elles manquent de liberté à elles-mêmes dans leur vie et dans leurs choix, donc elles n'arrivent pas à offrir la liberté à leurs enfants. Et c'est là où elles pensent souvent qu'elles ont un problème d'éducation, qu'elles ont un problème ou que leurs enfants ont un problème à se conformer, alors qu'en fait le sujet il est à l'envers. Et je dirais toujours à toutes les mamans, vos enfants n'ont aucun problème. Alors je dis souvent les mamans, j'accompagne 90% de femmes, mais les papas c'est pareil, les enfants n'ont absolument aucun problème. Et quand nous, on rencontre des problématiques dans l'éducation, eh bien, c'est effectivement qu'on a simplement à remettre les choses en place pour nous. Et on connaît l'expression: ah, lui, il est trop sympa, il donnerait sa chemise. Oui, à condition qu'il ait une chemise. Donc, tu vas pouvoir donner de la liberté si tu en as. Tu vas pouvoir donner du calme, avoir du calme dans ton foyer si tu te sens calme et en paix à l'intérieur. Tu vas pouvoir apporter de la confiance et de l'envie d'aller vers, ben, si c'est déjà ce que tu incarnes. Et j'en reviens toujours au même. Soyez le modèle que vos enfants auront envie de suivre. Ouais, c'est un message qu'on martèle depuis tellement longtemps, mais en fait qui est tellement la base de tout, de revenir à l'intérieur et revenir comment nous, comment nous on est en fait tout simplement avant de vouloir changer les enfants. Moi, c'est ce que je dis souvent quand je dis mais les enfants ils n'ont pas besoin de nous pour apprendre, ils apprennent tout seuls, partout, tout le temps. Et combien vivent bah, cette un peu ce conflit, cette confrontation, notamment au niveau des devoirs, et même dans les familles en instruction en famille, hein, j'en ai vu vouloir reproduire exactement le modèle de l'école et puis s'épuiser là-dedans parce que ça marchait pas du tout, quoi. Et nous, notre chemin, et pour ça, mon fils a été un enseignant encore plus intense que ma fille, parce que lui, ayant vécu que même pas une année complète d'école, l'année du Covid, justement, ah bah lui, il m'a ramené à l'essence de tout, au jeu. À 4 ans, il avait pas du tout envie que je vienne l'embêter, pour pas dire un autre mot, avec des apprentissages ou de je sais pas quoi de formel. Et on a tout construit à partir de ça. Mais c'est vrai que quand toi, t'as été dans un moule et tout, ah bah punaise, je dis toujours que l'instruction en famille, ça a été mais d'abord un apprentissage pour moi en fait. C'est le lâcher prise que ça demande d'arriver à soutenir justement les enfants dans leur unicité sans vouloir coller des modèles préétablis que nous-mêmes on a vécu. Donc tu sais, il y a un peu cette dualité où toi tu es en train de déconstruire et en même temps t'es là pour être en soutien de tes enfants qui eux sont souvent beaucoup moins conditionnés quoi du coup comme ils baignent là-dedans quoi. Ouais, et puis tu parles de l'instruction en famille, mais moi j'aime aussi ouvrir le champ des possibles parce que moi j'ai pas saisi pour les jumeaux notamment, pour ma fille c'était déjà, elle s'apprêtait déjà à arrêter l'école, mais pour les jumeaux j'ai pas saisi la fenêtre de tir, tu vois, qui faisait que c'était le bon moment encore pour les sortir. Et quand je me suis posé la question, c'était genre un an trop tard. La loi elle avait déjà évolué et donc j'ai pas pu sortir les enfants de l'école. Alors j'ai pas pu parce qu'il y a 5 façons, 5 possibilités de sortir les enfants de l'école et qu'il n'y en a aucune qui me convenait. Aller vivre à l'étranger, c'était pas ma came. Euh, les faire taguer certifiés autistes, j'avais pas du tout envie de ça, qui commence avec un processus long de 18 mois pour être diagnostiqué autiste, genre t'es handicapé, tu vas porter ça toute ta vie juste sous couvert de sortir de l'école. Et donc il y a quand même beaucoup plus de parents aujourd'hui qui ont des enfants scolarisés et pour qui c'est compliqué de jongler avec ce qu'on peut proposer aujourd'hui comme discours, mais ce à quoi ils font face avec l'école, parce qu'avoir un rendez-vous avec la CPE, avec le directeur, avec un professeur, c'est toujours être confronté de très près au jugement dès lors qu'on est un parent différent. Et moi, j'ai entendu, et je l'entendrai encore, il me reste encore 3 ans de scolarité avant que les garçons puissent sortir à 16 ans. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de femmes qui ne s'autorisent pas à vivre ça, mais moi, c'est leur choix et je suis et j'accompagne. Après, ils ont le modèle de leur sœur, donc pour eux, puisque la grande sœur a fait ça, pourquoi pas continuer dans la même voie. Mais c'est de savoir que ça demande aux parents de se positionner avec fermeté quand on reçoit le Madame, vous êtes un danger pour la scolarité de vos enfants.
Madame, vos choix mettent vos enfants en échec avant même qu'ils n'aient commencé leur vie d'adulte. Et quand on reçoit ce genre de phrase et que c'est la première fois et qu'on s'est juste proposé de faire un choix légèrement différent, qui est somme toute pas dramatique, eh bien, c'est très dur de choisir ça pour son enfant. Alors à tous les parents qui ont envie de vraiment soutenir leurs enfants pour qui ils sont profondément, sachez que ça vous demande d'abord à vous de travailler pour ne pas être celle ou celui qui doit se battre, pour ne pas rentrer dans les conflits, c'est de garder votre posture intérieure, de garder la foi de pourquoi vous faites ces choix, et puis d'avoir des conversations que moi j'appelle des conversations en absurdie, mais de venir avec les corps enseignants dire oui d'accord, et puis de continuer à avoir une éducation parallèle à la maison. Moi, mes enfants sont à l'école, ils sont au collège actuellement, et pour autant, ben, quand ils rentrent, on va discuter de ce qui s'est passé au collège, parce qu'il y a de l'injustice, parce qu'il y a de l'injustice entre les enfants, mais qu'il y a de l'injustice dans le comportement des professeurs, parce qu'il y a tout ce qui vient heurter en mode je comprends pas pourquoi on apprend ça à l'école, ça sert à rien, je m'ennuie en classe, c'était très long aujourd'hui, et de voir effectivement, ok, qu'est-ce qui était très long, comment tu te sens en rentrant de l'école, qu'est-ce qu'on met en place à la maison, parce que finalement, c'est triste, mais ce qu'ils vivent à l'école aujourd'hui et ce qu'ils vivront plus tard en société. Et donc, pour ceux qui vivent la scolarisation à la maison, pour moi, c'est une voie. Mais ceux qui sont scolarisés et qui doivent subir ça, entre guillemets, il y a une autre façon que de subir. Il y a une façon d'en tirer parti pour que ça serve plus tard. Et que mes enfants, bah, ils apprennent à calibrer le qu'est-ce qui se joue dans la société, dans la tradition, dans la molle d'attitude. Et qu'est-ce que j'en fais? À quoi ça me sert? Qu'est-ce que je comprends de moi? Comment je peux vivre différemment? Comment je peux me décharger aussi émotionnellement quand la journée est pesante? Parce que moi, je suis plus scolarisée, mais quand je vais en ville, juste à côté de chez moi, et que je vois 90% de la population qui tire la tronche, des conversations à la caisse de c'est dramatique, et t'as vu le gouvernement, et les informations, il y a ce qu'ils vivent à l'école, c'est la même chose que ce qu'on vit nous en société. Et donc, comment devenir un entrepreneur qui se réalise, comment devenir une femme ou un homme heureux, comment éduquer ses enfants avec bienveillance et bon sens, eh bien, ça demande aussi d'intégrer un principe de réalité, c'est que le monde ne va pas super bien en ce moment. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour que ça aille un peu mieux? Et comme je dis souvent, c'est de devenir une femme qui se révèle et qui rallume le monde autour d'elle, avant d'avoir des missions visionnaires, de vouloir gagner des millions, d'être à la mode en vivant à Bali, c'est dire, OK, qui je suis, où est-ce que je vis, et qu'est-ce que je peux faire de mon mieux pour apporter du bonheur et la lumière autour de moi. Et que si chacun s'appliquait à faire ça chaque jour, je crois qu'on ne serait même pas en train de parler des problèmes d'éducation, etc. Que chacun s'occupe déjà de son propre bonheur. Et je sais que c'est facile à dire et que c'est pas forcément facile à faire, mais c'est de notre responsabilité peut-être d'engager un coach, un mentor, un thérapeute pour certains, de se faire accompagner quand on a vraiment envie de devenir celui ou celle qui incarne une autre vision du monde. Et ça passera toujours par l'exemple. Ah, j'adore ce que tu dis et puis c'est tellement vrai et puis même en instruction en famille, tu vois, t'en parlais, mais en fait, ils sont aussi dans des associations sportives, en contact, à moins de tu vois, de les cloisonner dans une bulle, c'est impossible de pas être en contact avec, bah, comme tu dis, voilà, des personnes qui ne vibrent pas leur bonheur, qui sont déconnectés d'eux-mêmes et tout. Et donc de toute façon, qu'on choisisse une voie ou l'autre, on est face aussi à des besoins de décharge émotionnelle. Moi, c'est arrivé à mon fils il y a pas très longtemps aussi en rentrant du parc parce que bah il est face à des comportements des fois de rejet ou de choses qui bah lui forcément l'impactent d'autant plus. Et c'est comment, en fait, on accompagne ça? Parce que, effectivement, à moins de vivre au fin fond de la jungle, tu vois, sans contact avec personne, sans digital, sans rien, bah, t'es forcément en relation avec des personnes différentes et tout. Et c'est comment, finalement, moi, je parle souvent
comment on danse sous la pluie. Et c'est exactement la même chose dans les relations et dans tout ce qu'on vit au quotidien. C'est de qu'est-ce qu'on en fait. Parce que les conditions idéales, nous on le sait, n'existent pas. Euh, il y a rien d'idéal en fait qui existe. C'est juste comment on fait. Et j'aime bien quand tu parles de responsabilité parce que oui, c'est une responsabilité, c'est des choix qui sont pas forcément faciles, euh, mais c'est des choix. Au même titre que je parlais dans un autre podcast bah, de ce que tout le chemin que nous on a vécu l'année dernière avec ce contrôle qui s'est très mal passé et les conséquences que ça a eu. Ça a demandé de tenir en fait bah, sa posture sans rentrer effectivement dans la lutte parce que je pense pas que ça passera par là. Mais ça demande une sacrée posture de dire bah non, on cède pas aux injonctions quoi. Et tout part, je pense effectivement de notre posture, de notre intérieur quoi. Tellement. Qui je suis pour en faire quoi? Et tu disais, il n'y a pas de conditions idéales. Je crois qu'il nous appartient de créer nos conditions de vie idéales. C'est vraiment Exactement. notre responsabilité et la seule chose qu'on peut transmettre à nos enfants, c'est la capacité à créer, puisque le monde de demain n'existe pas et qu'ils ont à le créer, autant les mettre dans des postures de créateurs de suite, créateurs de solutions, au lieu d'être quelqu'un qui vit dans un monde de problèmes, créateur d'idées pour être dans l'innovation, créateur de bon sens, créateur de joie, créateur de plaisir. C'est des choses qu'on n'a pas reçues. Et aujourd'hui, voilà, je trouve ça triste qu'il y a beaucoup plus de parents qui subissent la parentalité, alors que de base, j'aime à le rappeler au cas où il y a des personnes qui l'oublient, mais quand on a des enfants, on a fait le choix d'avoir des enfants pour la plupart. Je ne sais pas qu'il y a quelques cas où on n'a pas choisi, mais quand même, globalement, on choisit d'avoir un enfant, on choisit de mettre au monde, on choisit de devenir parent, et je trouve pas normal et pas juste pour les enfants qu'il y ait trop de parents qui démissionnent parce que c'est pas simple, parce que c'est pas comme avant, parce qu'ils n'ont pas appris à être parents. Mais je pense que c'est vraiment une qualité de vie qui va tourner autour du choix et de la décision et de la responsabilité. Et j'aime rappeler que quand on est parent, on a une responsabilité. Et quand on est parent, eh bien, on a à faire des choix et à prendre des décisions. Et que certaines décisions sont pas évidentes à prendre, mais j'aime à rappeler que subir, c'est vraiment pas évident du tout. Et que pour le coup, entre une contraction et une autre, si je subis, je suis en contraction. Si je prends une décision un peu audacieuse, un peu borderline, un peu hors des normes, eh bien, je me sens aussi en contraction. Mais qu'est-ce qui va faire ton bonheur? Et pour tous ceux qui écoutent et qui sont en train de subir la parentalité, de subir les formats, de subir, eh bien, prenez la responsabilité de décider autrement. Et je dis toujours, change quelque chose pour que quelque chose change. Sinon, c'est un schéma répétitif. Et c'est pas parce qu'on envoie les enfants chez les psys ou qu'on leur donne des médicaments ou qu'on va soi-même chez le psy que ça change vraiment profondément quelque chose. Et donc, aujourd'hui, être heureux, ben, je crois que c'est un droit de naissance, mais c'est aussi une responsabilité. C'est tout. Bah, je trouve que c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup Audrey pour tous ces partages et cette vision que tu nous as partagée. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose à ceux qui vont écouter ce podcast? Soyez vous-même, la vie est belle et être soi, c'est déjà tellement largement suffisant parce que si tu doutes, j'ai envie de te rappeler que tu mérites. Je veux te rappeler que tu en vaux la peine. Je veux te rappeler que t'es pas là pour rien, t'es pas là pour être transparente, t'es là pour exister, t'es là pour vivre, t'es là pour vibrer, t'es là pour avoir du plaisir et ton ou tes enfants, c'est pareil. Magnifique. Merci beaucoup Audrey d'avoir été présente. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans notre rubrique Chemin de traverse. Ah, vous le savez qu'on parle aussi des moldus avec Isabelle et Pablo qui est notre rubrique mensuelle. Et puis, bah, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants et puis à très vite. Ciao.